Hello, bonjour à tous. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Renaud. Je suis super content qu'on puisse échanger. Donc, je vous présente Marie-Cécile, qui est étudiante dans l'école Pranathéna dans le cursus praticien naturopathe. Et justement, je sais que Marie-Cécile, toi, tu as un cursus également, comme tous, un petit peu particulier. Et j'avais envie que tu nous partages comment tu es arrivée dans le monde de la naturopathie jusqu'à te dire, tiens, j'aimerais bien me former pour devenir naturopathe professionnel. Ben, écoute, c'est un cheminement un petit peu, comment on dit, avec des circonvolutions, puisque à l'origine, j'ai fait des études de pharmacie. Je me suis orientée dans ma filière en industrie. Donc, j'ai travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques dans le monde alors pas du médicament, mais du matériel, ce qu'on appelle le petit matériel médical, notamment la cicatrisation et puis alors des outillages bien particuliers. Et puis, bah, après, la vie a fait, j'ai eu des enfants, je me suis arrêtée de travailler. Je suis passée par la case d'éducation nationale pendant 10 ans. Et puis là, la Covid est arrivée. Et confinement. Donc, bon, on s'est tous arrêtés pendant quelques instants, ce qui est pas mal parce que ça permettait aussi de faire un retour sur soi. Et quand le confinement s'est achevé, que je suis retournée donc devant mes élèves et mes collègues, là, je me suis aperçue que bah, tout ce petit monde n'allait vraiment pas bien, pour le coup. Et ça m'a interpellée. Je me suis interrogée et je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Il faut que je mette en place quelque chose pour accompagner. La première idée a été le coaching. C'est simple. Voilà, je me suis dit, bah allez, je vais faire une formation pour être coach. Comme ça, je pourrais continuer à accompagner mes élèves et puis ce sera complémentaire. J'ai pas trouvé. En fait, il y a aucune formation qui m'a fait le oui, je vais y aller. Bon, et puis je suis entre guillemets tombée sur une vidéo de toi présentant ton projet. Puisqu'en fait, c'était avant le lancement de Prana, Tena, pardon. Et Voilà pour les membres de la famille. ouais, c'est ça. Et du coup, bah là, ça a fait tilt. Ça a fait tilt parce que je pense que ça a réveillé en moi quelque chose qui faisait écho à mes études d'avant, dans ce que tu présentais. Et surtout, une vision globale de l'humain. C'est ça qui m'a plu, en fait. C'était vraiment, on prenait tous les aspects de l'être humain, pas que l'aspect corps médical. Ça, j'avais connu. Mais là, on prenait tout en considération. Et ça correspondait en plus à un cheminement personnel. Donc voilà comment ça s'est passé. D'accord, donc toi en fait, donc si je comprends bien, tu étais pharmacienne plutôt dans le domaine de l'industrie. Donc là, tu te retrouves dans voilà, dans l'industrie entre guillemets pharmaceutique, mais pas celle qu'on a l'habitude d'imaginer immédiatement du médicament, mais plus du petit matériel. Donc tu as évoqué la cicatrisation, etc. Là-dessus, tu te retrouves à dire, bah, tu fais aussi une partie 10 ans de ta vie dans l'éducation nationale. Du coup, tu te retrouves à enseigner ou à faire quoi dans l'éducation nationale? Alors en fait, je me suis retrouvée à être professeure en collège et lycée. J'enseignais la SVT, sciences de la vie et de la terre, ce qui, en fait, j'aurais pu enseigner la physique-chimie, mais non, je me suis orientée vers les sciences de la vie et de la terre. Donc j'avais déjà en fait une appétence pour la vie en soi. Et j'ai enseigné donc 10 ans à des classes de collège. Alors peu, en fait, j'avais qu'un seul niveau et beaucoup de lycées. Et ça, c'était vraiment enthousiasmant parce que on est sur des êtres humains vraiment en devenir. Hein. On est pas encore des adultes, on n'est pas encore, c'est encore les ados puis les adolescents naissants. Et c'était vraiment très intéressant. Donc voilà. Ok, donc du coup, tu fais tes 10 ans là-dedans, tu te retrouves à être dans la transmission à la nouvelle génération, entre guillemets, et puis essayer de les inspirer sur un sujet qui, toi, avait l'air quand même de te porter. Et tu te dis, premier confinement, non, là, franchement, les gars, enfin, au retour, le constat, en fait, c'est le constat de l'état de tes concitoyens, dans ceux que tu fréquentais professionnellement, où tu t'es dit, ça ne va pas, et il faut que je me forme pour les aider. Donc toi, tu commences par le coaching, ça c'est amusant, c'est rare qu'on me dise ça. Tu commences par chercher une formation de coaching, tu trouves pas, et par hasard, tu tombes sur un énergumène qui parle d'un truc qui va lancer, et tu te dis, tiens, ça me parle par rapport à ce que tu avais déjà fait comme étude. Donc je pense que tu fais référence à la pharmacie, où tu avais étudié certainement déjà beaucoup de choses au niveau bien sûr du corps humain, parce que c'est quand même des études. Enfin, honnêtement, moi j'ai regardé un peu les cursus de pharma, c'est poussé quoi, c'est quand même pointu. Hein. Alors effectivement, il n'y a pas de hasard.
Pour moi, le hasard n'existe pas. Et bien sûr, j'ai toujours la phrase d'Einstein en tête qui disait le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Donc en fait, si je suis tombée sur ta vidéo, c'était sur mon chemin de vie. Et ça confirmait, et évidemment, ce que j'ai ressenti confirmait ça. Pour ce qui est de faire écho à ce que j'avais pu étudier en pharmacie, alors c'est vrai que le cursus de pharmacie que moi j'ai connu, j'ai beaucoup de mal à parler du cursus actuel parce que ça a beaucoup changé, surtout ces dernières années. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais connu, on avait un équilibre entre la chimie, la physique et l'anatomie physiologie. En fait, c'était euh, très varié, très divers, très hétéroclite. Et puis, on avait aussi une part de botanique, donc ce qu'on retrouve chez Pranathéna avec la phyto, la gémothérapie. Donc, tout ça, c'était incorporé dans les études de pharmacie. Donc, quand j'ai vu la présentation de l'école Pranathéna, on n'avait pas encore tout le cursus sous les yeux, mais quand on le voit aujourd'hui, ben moi c'est très coïncident avec ce que j'avais fait à l'époque. C'est vraiment ça ravivait ce que j'avais appris et ce que j'avais vécu en fait à l'intérieur de moi à l'époque. Puisque pharma c'était pas mon premier choix. Pourtant c'est le choix que j'ai fait à la sortie du bac, mais c'était pas mon premier choix. Mais je l'ai extraordinairement bien vécu et j'ai jamais regretté d'avoir fait pharmacie en fait. Hmm. Ouais, je pense que c'est vraiment un métier ou en tout cas une formation qui doit être passionnante, surtout à l'époque où il y avait vraiment cette largeur d'enseignement où beaucoup de personnes me disent qu'ils ont vraiment vécu quelque chose de passionnant. Et comment tu fais le lien, toi, quand tu te retrouves dans une formation de naturopathe? Après, je reviendrai sur comment tu as fini par t'inscrire, etc. Mais quand tu te retrouves dans une formation de naturopathie comme ça, qui est quand même assez poussée pour ce qui est du domaine de la naturopathie, par rapport à ce que tu as étudié avant, est-ce que c'est quelque chose qui du coup t'aide ou est-ce que parfois ça ne dit pas exactement la même chose? Comment ça se passe? Alors, en fait, moi, je distinguerais deux choses. Je distinguerais les bases que l'on doit acquérir pour être un naturopathe et à partir de ces bases, ce que l'on va en faire. Donc, les bases, bah, c'est les bases d'anatomie, physiologie, c'est des bases de chimie. Ça, on peut pas y couper. Et Pranathéna offre ça. Et l'offre avec une qualité, je dois avouer, qui m'interpelle et qui continue de m'interpeller parce que on va loin, on pousse loin l'anatomie physiologie. On pousse même au-delà de ce que moi j'ai pu faire parce que il y a des connaissances nouvelles, parce que voilà, et je me rends compte que bah, c'est nécessaire. Donc ça c'est une base, c'est comme un socle qu'il faut acquérir pour après être en mesure, parce qu'on aura ce socle, de répondre de manière naturelle, c'est-à-dire la naturopathie. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce socle? Et ça, on peut pas se passer de ce socle, en fait. Il faut l'acquérir parce que derrière, une fois qu'on l'a acquis, ça permet d'être plus serein par rapport à ce qu'on va proposer en termes de naturopathie et surtout, ça donne une certaine forme de légitimité. C'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi parce qu'on a cette connaissance. En fait, on a cette connaissance du fonctionnement du corps humain, du fonctionnement de ce qui est notre véhicule. Voilà. Et ce corps, c'est pas un ennemi. Ce corps, c'est incarné, on s'est incarné dans ce corps, c'est un véhicule. Et pour qu'on puisse entendre ce qu'il a à nous communiquer, eh bien, il faut comprendre comment il fonctionne. Ça, c'est la base. Et une fois qu'on comprend comment il fonctionne, qu'on est en mesure d'entendre et puis après d'écouter ce qu'il est en train de nous dire, eh bien, avec la naturopathie, on répond à son écho, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Et justement, tu parlais d'une première partie qui était ce socle nécessaire, et puis d'une deuxième partie d'enseignement qui était un peu plus sur qu'est-ce qu'on fait avec, etc. Donc toi, j'imagine que dans ce que je comprends, la première partie, bah, c'est un socle commun, où tu dis effectivement, ça va quand même parfois plus loin, et c'est un vrai bon niveau, hein, parce que on prône le fait de se sentir légitime, crédible. Moi, je pense que ça passe par un vrai niveau d'expertise, et aussi par l'inspiration des formateurs qui sont en face de nous et leur expérience, qui nous est naturellement transmise, mais aussi ce qui est très important pour moi, c'est qu'on puisse collaborer avec le corps médical existant, le corps paramédical, les autres professionnels de l'accompagnement. Et tu le sais toi-même, avec une première, on va dire, formation de base en pharmacie, pharmacie d'industrie, comment on pourrait collaborer avec toi si on était naturopathe, si on comprend rien au socle de base et qu'on n'a pas connaissance de ça? Ça va être très compliqué de parler de la même chose. Donc Alors, ça, c'est pour moi, c'est prioritaire, tu vois, c'est évident.
C'est effectivement, C'est- il faut qu'on puisse avoir un langage commun, qu'on se retrouve quelque part. Alors après, moi, quand j'ai commencé à Pranathéna, au bout d'1 an, à la fin de la première année, donc bah, alors c'était même avant, hein. On a commencé en mai 2021, je me trompe Oui. pas. Ouais, voilà. Mhm. Donc à partir de septembre 2021, je me suis dit je vais pas pouvoir rester dans l'éducation nationale. Non pas que je n'aimais plus transmettre, parce que ça c'est une fibre, c'est en moi, et puis bah, ça, je pense que c'est jusqu'à la mort, c'est comme ça. Mais en revanche, je me suis aperçue que j'avais besoin de temps pour pouvoir intégrer ce qui était abordé en deuxième année de Pranathéna, parce que la première année, ben, j'avais entre guillemets une longueur d'avance avec mes études de pharmacie, mais sur la deuxième année, on rentrait dans des pratiques naturopathiques, des spécificités que moi j'avais jamais vues, et là je me suis dit, il va falloir du temps pour moi. Donc du coup, j'ai décidé de quitter l'éducation nationale, de me mettre en disponibilité, ce qui est possible, hein, renouvelable, et de retourner travailler en pharmacie d'officine. Donc là, je passais, parce qu'il y a 3 filières en pharmacie. Il y a industrie, il y a hôpital, et puis il y a officine. Et donc, j'ai décidé de retourner travailler en officine, ce que j'ai fait depuis le mois d'août dernier, en fait. Et mon objectif était de dire, une fois que je serai à l'officine, je pourrais aussi mettre en pratique ce que j'ai appris à Pranathéna. Et là, ça a été Mais oui. beaucoup plus compliqué que je le pensais, en fin de compte. Mhm. C'est intéressant parce que, comme tu dis, il y a plusieurs branches dans la pharmacie. L'officine, pour ceux qui connaissent pas toujours, bah c'est la pharmacie de quartier, c'est la pharmacie qui est sur place, où on va pour chercher ses médicaments sur la prescription du docteur, ou bien pour aller chercher d'autres produits qui sont en vente libre, entre guillemets. Par exemple, quelqu'un qui voudrait son homéopathie ou toutes ces choses comme ça. Et là, tu te retrouves face à des patients, ou bien des clients, peu importe selon le statut de chacun, et là, effectivement, tu es face à leurs vraies difficultés et tu dois leur expliquer des choses si tu veux pouvoir leur transmettre un truc. C'est pas seulement j'ai compris, c'est pas seulement je connais le socle, mais là, je me retrouve face à des gens, il faut que je sois capable de vraiment comprendre ce qui se passe pour eux et de leur transmettre des trucs. Donc j'imagine, ouais, le baptême du feu à ce moment-là, ça doit être amusant. Ouais. Alors alors moi j'y suis allée avec ma conviction. Allez, on y va. Bon, c'était pas ce que j'avais choisi comme filière à la base parce que c'était pas forcément ce qui m'appelait, l'officine. J'avais une vision qui était certainement déformée. Donc là, j'y suis allée en disant si j'y vais, c'est parce que je veux pouvoir mettre en pratique quelque chose. Alors, bien évidemment, la première chose qui m'a interpellée, mais j'avais déjà travaillé en officine auparavant, c'est euh, la lourdeur de certaines prescriptions médicales, mais vraiment. Et notamment la lourdeur de prescriptions médicales d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Alors, il faut rappeler que la France est, je crois, championne du monde de la consommation d'antidépresseurs, donc ça devrait nous interpeller quand même. Et, euh, et là, j'ai pu le constater vraiment en puissance plus sur des populations où on n'a pas l'habitude de voir ce type de prescription. Donc, ça confirmait ce que la Covid m'avait permis de constater et que c'était pas que dans mon cercle d'enseignement, mais que c'était étendu à la population générale. Euh, alors après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'opposition entre la médecine allopathique, hein, donc la médecine conventionnelle, celle que l'on connaît tous, euh, et la naturopathie. Il y a pas d'opposition. C'est un travail main dans la main. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'une fois que le traitement est instauré au niveau allopathique, il y a des patients qui ont conscience et qui disent bah c'est lourd, j'ai pas forcément envie d'un traitement aussi lourd. Moi, je sais qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais je me trouve derrière le comptoir et c'est la limite. C'est je Bien peux, sûr. il faut que je sois subtile pour suggérer qu'on peut faire autrement, mais c'est difficile de le dire ouvertement. Tu vois, et ça, je En n'y attendais vrai, pas en fait. déjà, il y a le cadre de la loi, et puis après, il y a le cadre quand on est face à une personne, on ne sait pas toujours tout son historique de ce qu'il a vécu avec son docteur, ce qu'il a pu lui partager, pourquoi sa prescription est exactement telle qu'elle est.
Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours tendance à dire, notre travail, en tout cas en tant que naturopathe, alors toi, en plus, en tant que pharmacienne, derrière le comptoir, je dirais, c'est encore une autre position, parce que du coup, il y a un peu cette multicasquette. En tant que naturopathe, moi, j'aime bien dire qu'en fait, finalement, notre positionnement est assez clair. La personne prend son traitement. Notre travail, c'est pas de traiter sa maladie. Notre travail, c'est de permettre la pleine expression de la vie en lui. Donc, parfois, il en est là parce que quelque part, sa vitalité s'est effondrée. La force vitale intelligente qui anime toute chose, qui anime son corps, qui est là, qui est présente et qui fait qu'il tient debout, en fait. Alors qu'en vrai, quand on regarde bien, c'est ni plus ni moins que des atomes qui pourraient être la même chose dans un caillou. Pourquoi c'est pas un caillou? Pourquoi c'est ça? C'est bien qu'il y a la vie qui l'anime et qui fait que c'est structuré de cette manière. Bon, bah là, cette structure-là, on peut permettre qu'elle soit vraiment optimisée de plus en plus, améliorée pour fonctionner naturellement. Et donc, son fonctionnement naturel, c'est de perdurer. Il n'y a pas de système vivant qui se crée pour dire, bah tiens, moi, mon système, c'est de mourir. Non, en fait, bien sûr qu'à la fin, on meurt. On sait très bien que c'est la fin pour tout le monde, hein. Ça se passe comme ça. Mais pour autant, le fait est que c'est prévu pour durer, donc pour se réparer, pour se régénérer. Mais à force de le mettre dans des circonstances, de lui faire des choses qui sont vraiment pas propices à la vie, bah, ça fait qu'on se retrouve avec des individus qui vont tellement mal qu'ils doivent prendre énormément de médicaments pour les tenir. Et le docteur a raison de faire ça. À un moment donné, la personne, elle tient plus debout. Il n'y a plus moyen. Donc, il faut bien lui faire quelque chose. Lui, on va le voir. Je veux dire, il faut bien que la personne va sortir de là. Elle peut plus vivre. Elle est pas bien. Elle a mal partout. Elle est dépressive, etc. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ce qui crée le problème ne soit plus le cas. Donc, nous, notre travail, il est aussi là. Et je te rejoins. C'est très difficile parfois de trouver cette subtilité de dire, même moi, souvent, il m'arrive de dire aux gens quand ils me disent t'as quoi pour tel truc? Mais je dis moi, j'ai rien pour ce truc-là. Par contre, pour la cause qui crée ça, je veux bien qu'on en parle. Mais tu vois, j'aime bien ramener le débat à cet endroit-là parce que du coup, quelque part, ça fait qu'il n'y a pas de divergence d'opinion. La personne, elle est traitée et bien souvent, tant mieux parce que ça peut sauver des vies. Moi, j'ai vu des proches, bah, malheureusement, commencer à avoir des pensées suicidaires, des choses comme ça. Je pense que peut-être leur médecin leur a sauvé la vie en leur donnant des antidépresseurs ou des molécules comme ça. Mais par contre, ce qui est dérangeant, je trouve, c'est qu'est-ce qu'on fait pour plus en avoir besoin? Parce qu'on va pas prendre ça à vie. Et comme tu l'as dit, les Français sont les champions du monde de la consommation d'antidépresseurs. Mais on fait quoi en fait pour aller bien? Parce que je pense que c'est pas ad vitam aeternam. On n'est pas né pour aller mal et être dépressif quand même. Je peux pas croire à ça. Donc si on peut euh, essayer de remédier à ça, bah, ça serait super de dire quand on en a besoin, il y a le médicament. Et puis par moment, on arrive en parallèle à faire un travail de fond pour remonter la pente. Et à force de remonter la pente, moi je me souviendrai d'un membre de ma famille très âgé, vraiment une personne très 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 médicamentée. J'ai toujours halluciné. Chaque fois que je passais une semaine chez elle, c'était vraiment des sacs de médicaments. Je me disais, mais moi honnêtement, j'aurais peur d'être son médecin parce que je me disais, mais c'est fou tout ce qu'elle prend. Alors est-ce qu'il n'y a pas une interaction? Alors je sais que les mecs connaissent bien, mais je me suis dit, là on parle quand même de 25, 30, 40 boîtes différentes, hein. Donc ça commence à être chaud, tu vois. Et parfois c'est tous les jours qu'elle prend ses cachets. Et je me souviendrai toujours, quand il en manquait un dans sa préparation, elle disait, il manque un Ah, cachet. mais il le sent. Donc vraiment, c'est qu'elle les prenait absolument tous. Donc là, ça, bah, le problème en fait, c'est qu'il y avait par ailleurs rien qui était mis en place pour que la personne remonte la pente. Alors bien sûr, tout ça, ça la maintenait et finalement, elle s'en portait pas plus mal, elle vivait, etc. Mais elle était quand même pas toujours très très bien dans ses baskets. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place nous par ailleurs? Et moi, je me souviendrai toujours, c'était un individu vraiment très dévitalisé, qui était pas bien. Et un jour, le mindset, donc l'état d'esprit a switché, a vraiment basculé parce que le conjoint a eu un problème. Et quand le conjoint a un problème, parfois il arrive que certaines personnes qui vont très mal, hop, elles reprennent le dessus, elles ont un coup de pédale qui les relance, et là, ça y est, tout va mieux, c'est moi qui vais tenir la barque. Et j'avais trouvé ça hallucinant parce que finalement tout allait mieux, vraiment d'un coup. Et limite, il n'y avait plus besoin de médicaments et d'elle-même les refuser. Alors que nous, on lui disait, tu sais, ça fait quand même longtemps que tu les prends, hein. Donc ça, c'est à voir avec ton médecin quand même, tu vois. Pourtant, moi, j'étais pas là-dedans, etc., hein. Mais je dis, c'est à voir avec ton médecin. Parce que quand même, tu t'es habitué à tout ça. Et là, on parle de 30, 25, 30 cachets par jour différents. Tu t'es habitué. Et ben non, en fait, d'un coup, ça allait mieux. Donc c'est bien qu'il y avait un élément extérieur qui a fait qu'elle s'est sentie d'une autre manière dans son organisme. Et puis, elle aurait très bien pu retrouver de la vitalité, effectivement, aller beaucoup mieux. Et du coup, avoir moins besoin d'un traitement. Mais ce positionnement, il est effectivement très subtil. Et c'est une vraie crainte des naturopathes qui ont toujours peur de franchir cette limite. Et je leur dis souvent, à partir du moment où tu ne fais rien sur le traitement de la personne, puisque ce n'est pas ton rôle, tu n'es pas formé, et en plus de ça, tu n'es pas compétent pour donner des médicaments ou retirer des médicaments.
et que tu laisses faire le médecin son travail, que si la personne d'elle-même, tu lui dis, bah, si vous sentez que vous allez mieux, vous pouvez en parler à votre médecin et ajuster, c'est quand même la moindre des choses. Certains ont la thyroïde qui vont mieux, bah, leur médecin ajuste le traitement ou des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui sont tout à fait naturelles de faire ça. Bah, notre travail, c'est de mettre la personne dans les bonnes circonstances pour que ça se passe bien. Et après, la collaboration, elle a lieu avec les professionnels compétents. En fait, je te rejoins complètement parce que la médecine allopathique, elle est une médecine, alors d'urgence, on va modérer le terme, mais c'est ça, c'est quand la personne, on sent qu'elle va vraiment pas bien, on peut pas la laisser ne pas aller bien. Donc, il faut pouvoir prendre en charge. Ça, c'est complètement OK. Moi, ce que j'ai aimé, que j'ai découvert, j'avais commencé déjà un peu avant de découvrir Pranathéna, mais ça a renforcé depuis que je suis à Pranathéna, c'est cette force du corps humain. Et ça, c'est incroyable. Comme je le disais tout à l'heure, c'est notre véhicule sur Terre. Et comme tu le dis très justement, et c'est une conviction profonde, le corps n'est pas là pour se dire je vais être malade. C'est antinomique, c'est contre la vie, enfin c'est contre la vie elle-même. Et ce que j'aime dans la naturopathie et ce que j'aime quand on est à Pranathéna, c'est de dire on va aller chercher la source de ce qui vous est arrivé. Alors il faut avoir quelqu'un en face qui a cette écoute, enfin, mais en général, comme il n'y a pas de hasard, la personne qui est placée en face, c'est qu'il y avait une ouverture, comme on dit. Et je me souviens d'un cas au comptoir, une jeune femme vient, je vois qu'elle est pas très bien, et elle vient pour une attelle de cheville. Bon, truc vraiment, il n'y avait pas de médication. Hein, il devait y avoir aussi peut-être un anti-inflammatoire, mais enfin rien de dramatique. Et je lui dis, bah venez, on va aller prendre les mesures pour votre cheville. Et donc je lui dis, vous enlevez votre basket, enfin bref, peu importe, c'est du détail. Et je m'agenouille. Et puis je lui dis, est-ce que vous pourriez éventuellement me dire ce qui vous a stoppé là dans votre élan de vie? Parce que la cheville, c'est je suis stoppée dans mon élan de vie. Et là, je lève la tête et elle est en larmes et elle me dit, mon conjoint vient de m'annoncer qu'il me quitte. Et ça, ma vie s'arrête. Ma vie s'arrête. Et je lui ai dit, bah, votre cheville n'est que la traduction de ce que vous venez de me dire. Et effectivement, alors j'en ai encore le frisson, hein, parce que je me doutais bien qu'il y avait quelque chose, voilà, de cet ordre-là, ou professionnel, ou personnel, ou familial, ou voilà. Et ça, c'est absolument, je posais le terme, c'est magique. C'est vraiment la maladie, c'est le mal a dit. Donc qu'est-ce que le corps vient révéler, mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est l'âme a dit, c'est quoi derrière, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire. Et ça, c'est absolument, et c'est ce que j'aime dans la naturopathie que je ne trouve pas forcément à l'officine, parce qu'il y a quand même énormément de gens, surtout on est dans une société occidentale, voilà, la médecine de Pasteur, la médecine allopathique, en plus elle est segmentée, hein. On a le rhumatologue, on a le cardiologue, on a l'endocrinologue, on a tout ça donne des prescriptions dans tous les sens. Et nous, on a cette vision totalement intégrative, on va prendre la personne dans sa globalité. Corps, mental, esprit et âme. Donc tout. Parce que c'est un tout. On peut pas se compartimenter comme ça. On peut pas être un pulse. Oui, on est pluricellulaire, donc on est un pulse de cellules. D'ailleurs, on doit les remercier tous les jours de bien vouloir fonctionner les unes avec les autres, hein, parce que s'ils leur prenaient l'envie de fonctionner pour elles toutes seules, ah bah ça c'est pas un problème. Pour elles c'est pas un problème. Pour nous ça devient compliqué. Mais voilà, c'est ce que j'aime dans la naturopathie en fait. Hein. Et justement, du coup, toi qui es arrivé on peut dire d'un cursus qui, quelque part, pour beaucoup, on aurait l'impression n'a rien à voir. Parce que c'est vrai, quand tu arrives de la pharmacie ou de la médecine, on peut dire que c'est pas de la naturopathie, surtout quand on voit aujourd'hui tel que c'est considéré médiatiquement, etc. On a l'impression que c'est un peu la chasse aux sorcières. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit vraiment, maintenant c'est le moment, je vais devenir naturopathe? Tu m'as parlé d'avoir vu cette vidéo, mais qu'est-ce qui t'a décidé à dire je passe le pas et vraiment je démarre une formation? Parce qu'il y a une différence entre je me renseigne, je m'intéresse, j'achète un bouquin et je me dis tiens, je m'inscris en formation parce que je vais faire 4 ans de formation pour devenir naturopathe. La bascule, je pense qu'elle était liée à un cheminement personnel, à une conviction personnelle. C'est-à-dire que ça faisait un petit moment que j'étais amenée à découvrir que ce que nous vivons à l'extérieur, toutes les situations, hein, quelles qu'elles soient, c'est le reflet
de ce que nous vivons à l'intérieur. Et donc, quand je suis tombée sur ta vidéo, oui, certes, d'abord, j'étais encore enseignante, j'étais pas retournée travailler en pharmacie. Enfin, j'avais quand même fait des petits passages en pharmacie entre temps, mais pas autant que là où je suis full time. Hein. Mais c'était de dire, bah, en fin de compte, tout ce que j'ai été amenée à découvrir, forcément, le sujet d'étude était moi-même dans le cas présent, mais tout ce que j'avais découvert pour moi, eh bien, j'allais pouvoir accompagner non seulement par mes connaissances, par le fait, mes connaissances médicales, etc., mais que ça allait aller plus loin que ça. C'est-à-dire que c'était sans limite. Et ça, c'est ce qui m'a plu aussi. C'est que c'est comme une pelote. Tu commences à tirer le fil, tu t'aperçois, ah oui, tiens, il y a de l'anat physio. Oui, bah ça, je connais. Ah bah, donc ça veut dire que, en fait, les deux peuvent être partenaires. Et puis, je tire le fil. Puis, je m'aperçois que, ah bah oui, mais alors, derrière, il y a des pratiques. Tiens, celles-là, on me les avait jamais enseignées. Je pense, par exemple, à l'iridologie. Je pense, par exemple, alors, je parle du jeûne, mais le jeûne, oui, j'en avais entendu parler. En plus, j'ai un ami qui est allemand et qui avait été faire un stage de jeûne, voilà, en Bavière. Bon, voilà, donc j'avais entendu parler de ça, mais un peu en mode lambda, enfin, tu vois, grand public. Et puis après, tu découvres d'autres techniques, la biorésonance. Mais c'est quoi la biorésonance et voilà, et tu tires le fil et tu t'aperçois qu'en fin de compte, pour accompagner la personne, oui, il y a les médicaments, oui, il y a les compléments alimentaires qu'on peut trouver en pharmacie. Après, on pourra reparler de la qualité de ce qu'on trouve, mais ça a la vertu d'exister, mais il y a bien au-delà. Et le bien au-delà, c'est la naturo qui m'a ouvert ça, en fait. Incroyable. C'est beau ce que tu dis et c'est touchant de voir en fait que tu te retrouves dans un chemin de ta vie, dans un moment de ta vie où tu es prête à ça et que tu as vraiment cette ouverture, tu sens que ce cheminement a eu lieu et là tu tombes sur un monde qui t'ouvre des perspectives. Je trouve ça assez incroyable parce que comme tu dis, moi je crois beaucoup au fait que ce que l'on vit à l'extérieur est vraiment le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur. Il suffit d'observer une situation où quand vous rentrez du boulot un peu contrarié, c'est très rare que les relations avec les personnes que vous allez croiser en franchissant la porte de chez vous vont être fantastiques. Parce que, ben, en fait, c'est aussi notre état de ce qu'on est en train de vivre qui provoque certaines situations autour de nous. Et on pourrait aller bien plus loin sur ce genre de mécanisme par différents types de prismes avec plaisir. Mais du coup, toi, en fait, tu te lances là-dedans. Certes, tu avais un peu ce truc qui t'a parlé, qui t'a animé en disant, il va y avoir ça. Maintenant que tu es dedans, maintenant que ça fait quasiment 2 ans que tu es dans la famille Pranathéna, comment ça se passe par rapport à ce que tu as reçu, déjà d'une part par rapport à ce que tu attendais, ça me paraît important de souligner, genre ce que tu avais apprécié, que tu avais envie de recevoir par rapport à ce qu'on t'avait dit, comment ça se passe d'un point de vue de ce que tu as reçu, et puis dis-nous un petit peu ce qui te plaît le plus dans le cursus que tu vis. Alors d'abord, j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans. Je sais- C'est une réalité, hein, mais j'ai une notion. D'abord, je trouve que le temps n'existe pas. C'est une notion strictement humaine. Je comprends pas pourquoi l'homme, d'ailleurs, a développé ce truc qui est une source de stress, en fait, le temps, moi, je trouve. Euh, L'arbre qui est dehors, il s'interroge pas de savoir s'il est 8 heures, 9 heures, midi ou 14 heures, peu importe. Hein, de toute façon, il vit, il est. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Mais voilà, ça fait 2 ans, presque, soit. Alors, qu'est-ce que j'y ai trouvé? Énormément de professionnalisme. Ça, oui, dans tout ce qui nous est transmis. C'est-à-dire que tous les intervenants sont extrêmement professionnels, ont à cœur de partager ce qu'ils viennent nous délivrer avec beaucoup d'exactitude, beaucoup de, je cherche le terme, euh, accuracy, enfin en anglais c'est accuracy, ça veut dire quelque chose qui est mis à jour avec les dernières recherches. Donc ça c'est extraordinaire parce que justement l'autre jour je t'ai posé la question sur la formation continue parce que il faut continuer en fait. Hein. Ça c'est aussi quelque chose. Les sciences de la vie sont en perpétuelle mutation parce qu'on découvre encore et toujours des nouveautés.
Donc, il faut pouvoir être à la page, comme on dit. Et ça, je l'ai trouvé au sein de l'école Pranathena. Euh, alors, qu'est-ce que je préfère? J'ai envie de dire presque tout. Mais on peut pas tout aimer, mais ça, c'est par rapport à soi. C'est pas le principe de ce que tu préfères. Donc voilà, il y a des enseignements qui me touchent moins. Bon, bah c'est ok. Moi, je les accueille et je me dis bah ça me touche moins, c'est pas grave. Mais en revanche, ce que j'apprends avec Pranathéna, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple du jeûne. Je vais revenir, tu vas me dire que je suis mono-obsessionnelle sur le jeûne, mais pas du tout. Euh, c'est peut-être un enseignement qui m'a moins touchée, pas sur le principe, parce que je suis convaincue euh, du bien fondé de jeûner, parce que déjà moi je pratique le jeûne intermittent, donc j'ai ce bien fondé. Mais en revanche, je vais aller plus loin. Je ne me sens pas moi, et je le dis en tant que d'accompagner quelqu'un dans le jeûne. En revanche, si je pense que c'est optimum pour la personne qui est en face de moi, je vais l'adresser à qui de droit. Voilà. Donc tu vois, ok, c'est peut-être que ça me parle moins, mais en revanche, je vais faire en sorte que la personne puisse en bénéficier. Voilà. Donc, tu n'as pas forcément cette sensibilité personnelle de dire, moi, j'ai envie de passer mon temps à accompagner aux jeunes. Oui, Et d'ailleurs, je ne vais pas te mentir, je n'aurais pas cette sensibilité non plus. Mais par contre, et c'est la même chose pour moi, si je vois que c'est une bonne chose pour cette personne, que je peux lui suggérer, ben naturellement, on peut la réorienter vers un collègue, un professionnel compétent, etc., qui pour certains adore accompagner aux jeunes. Voilà. Moi, accompagner des gens qui ne mangent pas, je vais pas te mentir, c'est pas forcément la partie qui m'excite le plus. Et puis c'est ok après tout, tu vois, il y a pas de, dans l'absolu, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et c'est intéressant parce que tu vois, ça montre aussi que toutes, tous les sujets ne sont pas ce qui vont te passionner et ce sur quoi tu vas être le plus sensible. Donc c'est intéressant de savoir que finalement, on n'est pas obligé d'être animé par tout ce qu'on apprend. c'est ça. Et c'est là où ça devient très intéressant encore en plus dans la philosophie de ce qui nous est transmis à Pranathéna. Alors moi j'avais déjà cette notion de l'importance du réseau. Comme je suis quelqu'un qui part du principe qu'on ne sait jamais tout seul et que ben, il faut savoir reconnaître que il y en a qui ont des compétences qu'on n'a pas forcément et c'est ok, c'est tout à fait normal. Eh bien là, ce qu'on nous apprend aussi à faire à Pranatina, c'est de constituer cette comment je pourrais dire cette sphère qui va évoluer et qui va nous permettre en fait d'accompagner au mieux les personnes qui vont venir à nous. Et il faut avoir aussi cette, comment je pourrais dire, cette sérénité de se dire, ben, ok, là je peux peut-être pas accompagner cette personne parce que ça dépasse mes compétences de praticien naturopathe, c'est pas un souci. Dans mon carnet d'adresses, j'ai telle et telle personne. Je vais dire à mon client, à mon consultant, écoutez, là, je pense que je préfère que vous alliez rencontrer cette personne parce que elle aura les outils pour pouvoir débloquer une situation qui fait que là, dans l'instant, je sens que c'est bloqué et que pour aller récupérer suffisamment d'énergie vitale, suffisamment de vitalité pour autoriser votre corps à être en état de pleine santé, il faut peut-être en passer par tel et tel autre biais que le mien. Et ça, c'est aussi, c'est incroyable parce que c'est, comme je te disais, c'est une infinitude de spécialités, de métiers que bon ben moi en pharmacie j'avais pas cette connaissance quoi, ça c'est certain. Ce qui est beau, c'est que tu peux collaborer avec, moi j'appelle ça l'expertise. Savoir ce que tu sais pas et savoir qui peut faire ce que toi tu sais pas faire ou qui connaît ce que tu ne connais pas et où le trouver, je trouve ça génial. Et donc quelque part rediriger vers la bonne personne, c'est-à-dire toi avec ton regard d'experte, tu sauras évaluer en rencontrant d'autres professionnels, qu'il s'agisse du corps médical, paramédical ou même des approches complémentaires, tu sauras facilement voir avec qui ça sera le plus évident de collaborer pour que on puisse aller au mieux. Donc forcément, rediriger la personne vers le bon professionnel, quelque part, tu sais, c'est que t'as des gens qui payent pour avoir des bonnes recommandations dans certains réseaux d'entrepreneurs. Bah, t'imagines, là, c'est même pas une bonne recommandation, c'est carrément de l'expertise. C'est, je fais le point avec toi, je me rends compte qu'il y a un paramètre que moi, je peux pas gérer, ou bien une somme de paramètres, ou bien une temporalité, et je te recommande telle personne. Ou bien je te recommande tel collègue qui, lui, est un peu plus spécialisé. Là, tu parlais du jeune tout à l'heure, bah, qui lui est plus spécialisé là-dedans.
Donc, moi, je peux t'accompagner. Par contre, ça serait bien que tu te fasses accompagner pour faire un jeûne par une personne qui fait vraiment de l'accompagnement au jeûne. Et moi, je te rejoins. C'est pas un truc qu'on fait n'importe comment. Déjà, il faut y être formé correctement. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait intervenir quelqu'un qui s'y connaît très bien en la personne de Fabien Moine, et que j'adore, bien sûr. Mais en plus de ça, en plus de ces très bons conseils, bah, il y a des gens qui vont se spécialiser au quotidien et toutes les semaines à faire des stages de jeûne, des accompagnements aux jeunes. Bah, forcément, ils acquièrent une expérience qui est hyper intéressante et qui leur donne quelque part une vraie plus-value dans le cadre de ce genre d'accompagnement. Mais ça, c'est valable pour tout le reste. Il y en a qui sont plus sensibles sur la partie psycho-émotionnelle, cognitive, comportementale. Et puis, il y en a qui vont être vraiment très orientés sur l'alimentation. D'autres, c'est le sport. On est en droit, en tant que naturopathe, d'avoir, bien sûr, cette casquette un peu généraliste de chef d'orchestre par rapport à l'hygiène de vie. Mais par ailleurs, malgré tout, il va falloir aussi s'ouvrir au fait que on peut être sensible à quelque chose en particulier et que c'est aussi une valeur ajoutée. C'est totalement une valeur ajoutée. Donc ça, c'est génial. Donc toi, tu as des choses sur lesquelles tu es peut-être moins sensible. Tu nous citais le jeûne. Et du coup, dis-moi un peu sur quoi tu es plus sensible, toi. Alors, quand je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, tu sais, c'était pas mon choix premier, la pharmacie. C'était pas un choix par défaut. C'était un vrai choix, mais c'était pas mon choix premier. Mon choix premier, je voulais faire médecine parce que je voulais être ophtalmo et chirurgien ophtalmo. Et en fait, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je me suis posée et je me suis dit, OK, c'est 7 ans d'études, plus l'internat, plus chirurgie. Je partais pour 12-15 ans. Et j'ai posé les choses. Je me suis dit, est-ce que éventuellement, tu te vois partir pour 12 à 15 ans d'études? Et moi, j'avais envie de construire une vie de famille. Voilà, je me suis dit, si c'est construire une vie de famille, m'arrêter à médecin généraliste, là, pour le coup, c'était pas mon appétence. Médecine générale, c'était pas ce qui m'attirait. Donc, j'ai dit, bon, écoute, pose-toi. Et je suis partie en pharmacie. Voilà, donc j'ai pas démarré médecine puis après basculé en pharmacie. Non, je suis partie directement en pharmacie et je m'y suis trouvée très bien. Donc, pour répondre à ta question, quand j'ai découvert l'iridologie, tu penses bien que ça a fait écho à ce qui viscéralement était mon choix premier. Et cette matière-là, alors il y en a bien d'autres, hein, mais cette matière-là m'a, enfin, c'est juste incroyable ce qu'on peut découvrir dans les iris et on va jusqu'à l'âme encore une fois de la personne, hein, jusqu'à ce qui est le plus intime de cette personne, ce qui est le plus intime pour elle-même, mais ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui est le plus intime pour ses ascendants, c'est-à-dire ceux qui l'ont précédé et qui lui ont donné un patrimoine. C'est tout à fait normal parce que c'est comme ça que ça se passe. Et l'iridologie regroupe tout ça. Alors, tu m'aurais interrogé à la 3e année ou à la 4e année, je t'aurais peut-être dit autre chose, puisqu'on va découvrir encore plein d'autres choses. Mais là, dans l'état actuel des choses, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué. Et il y a vraiment une vraie découverte là, incroyable. C'est passionnant et du coup, c'est extraordinaire. Mais vraiment, vraiment. C'est super, tu vois, je connaissais pas cette partie de ton histoire correspondant à ce souhait de vouloir devenir chirurgien, justement, ophtalmo, vraiment spécifique à l'œil. Et c'est drôle parce que très souvent, on a un peu cet a priori, notamment dans les approches complémentaires et dans la naturopathie, que l'iridologie puisse être pris pour quelque chose de bidon, etc., alors qu'elle était d'abord pratiquée par des médecins et des homéopathes, notamment en Allemagne, c'est très, très, très courant. Et en France, bon, c'est complètement oublié hein, comme pratique. Il y a que les naturopathes en général qui s'intéressent à ça. Et le pire du pire, ce qui moi me frappe là dans ce que tu me dis, ça me choque pas, ça me frappe. C'est que je me dis, on est au début de l'iridologie, parce qu'en plus on a un cursus pour le coup en iridologie qui va très loin. C'est-à-dire que pour celui qui veut aller loin, on a affaire à des enseignants compétents qui permettent d'aller très 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 loin sur l'iridologie. Évidemment, tout le monde n'aura pas besoin pour pratiquer la naturopathie, même une naturopathie moderne et très intégrative comme on veut l'enseigner, tout le monde n'a pas besoin d'aller aussi loin. Mais pour ceux qui ont de l'appétence, moi j'adore fonctionner comme ça, de dire oui, on va mettre à disposition les outils dont on a besoin, mais on va essayer toujours d'aller un cran plus loin, voire même plusieurs crans plus loin, parce qu'il y en a qui vont être plus sensibles à ce sujet-là. Tout le monde n'aura pas besoin de mémoriser tout jusqu'au bout et savoir tout utiliser jusqu'au bout, mais en attendant, ils auront besoin de savoir les grandes bases qui sont nécessaires, mais celui qui veut aller beaucoup plus loin et spécialiser là-dedans, on va lui en donner vraiment pour sa passion en fait, parce que
c'est vrai que c'est des sujets, moi je suis comme toi, je suis complètement fasciné par ce que ça permet de voir. J'adore aussi la morphopsycho, la morphophysiologie, comment la posture d'une personne, sa main, son visage, ses traits, ses cheveux, sa taille, tout, je veux dire, ses proportions nous racontent son histoire. Enfin, toutes ces choses-là, je trouve ça, tu as dit le terme tout à l'heure, je trouve ça magique. Ah, mais non, Et c'est absolument incroyable. La morphopsychologie, alors, d'ailleurs, c'est, ça devient atroce, mais Daniel Boussard nous avait prévenu, hein. Mais maintenant, tu regardes plus les gens de la même manière. Alors, on essaie d'éviter de le faire avec l'entourage, bien mais sûr. ça devient une espèce d'automatisme. On regarde la personne et moi, quand je suis au comptoir et que la personne, elle me dit j'ai telle et telle chose, ben, je la regarde, je me dis, bah, oui, quoi. Je suis pas surprise. Je suis pas surprise. Voilà. Mm. Et alors en revanche, pour en revenir par rapport à la pharmacie et aux enseignements qu'on a, morphopsycho, les diathèses, les rideaux, euh, moi, ce qui me chagrine entre guillemets le plus, c'est sur les enfants, de voir que en fait, euh, d'une manière quasi systématique, j'ai envie de dire à 95% des cas, eh bien, les parents ont une espèce, je pense qu'en plus les dernières années étant très très anxiogènes, bah, dès que l'enfant présente le moindre signe d'infection, bah, c'est direction le médecin et direction antibiotiques et voilà. Et alors il reste 5% des cas, je les aime ceux-là, où bah, les mamans vont prendre en charge et vont essayer d'abord de relativiser, de regarder si vraiment c'est indispensable, est-ce qu'il y a une urgence, est-ce qu'il n'y a pas d'urgence, mais ça reste à la marge. Et c'est là où, par exemple, un discours qui est de dire, comme on nous l'a appris chez Pranatena, bah, un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, il est tout à fait normal qu'il fasse des pathologies de manière récurrente parce qu'il faut qu'il puisse avoir un répertoire immunitaire important. Bon, bah ça, c'est un discours que je peux distiller sur le comptoir. Je peux dire à une maman, soyez pas inquiète, il est tout à fait normal que votre enfant de quelques mois que vous avez mis en collectivité ou de 3 ans parce qu'elle vient de rentrer à l'école et qu'avant elle était à la maison avec vous, soit malade et fasse pathologie sur pathologie. C'est tout à fait normal, soyez rassurés. Voilà, il y a des choses qu'on peut déjà mettre en place pour, en fait, j'ai envie de dire par rapport à cette histoire de Covid, la Covid a été un révélateur des peurs sous-jacentes de la société actuelle. Et ça, je trouve que c'est peut-être un mal pour un bien, c'est-à-dire des peurs qui n'étaient pas exprimées. Là, dans cette situation-là, on a eu une résurgence. Et du coup, Mm. bah, ce qui est exprimé ne s'imprime pas. Donc tant mieux, tant mieux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant quand je suis au comptoir. Ouais. C'est vrai que moi j'aime beaucoup passer par les mamans parce que je suis toujours attristé de voir les enfants quand j'apprends qu'ils prennent quasiment des antibiotiques tous les mois pour la plupart, pour des troubles ORL chroniques, alors qu'on n'a rien fait pour résoudre ce qui crée le terrain propice. Alors bien sûr, parfois il peut y avoir des infections qui sont graves et je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire sur les mamans ou les papas aussi, mais pour la plupart du temps, il faut reconnaître qu'on est dans une société où c'est souvent la maman qui va prendre en charge cette partie-là dans le foyer familial. Et la maman, bah, parfois, est flippée. Et donc le problème, c'est qu'on va être tout le temps dans des états d'urgence. Donc elle, en plus de ça, avec son système nerveux, co-régule son enfant qui est déjà pas bien. Donc ça peut même envenimer la situation. Alors même que quelque part, la maman, son travail, c'est aussi d'amener de la sécurité affective, sécurité émotionnelle, de montrer à l'enfant que ça va. Et même s'il y avait urgence, de toute façon, le fait de stresser dans tous les sens va pas améliorer la situation. Donc dans ces cas-là, il y a tout à fait le pédiatre ou le médecin qui est là qui vont pouvoir traiter. Ouais. Et je pense qu'il faut le faire. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour dire aux mamans, voilà peut-être les signes d'urgence, que les médecins puissent peut-être plus communiquer là-dessus, ça serait vraiment intéressant pour que aussi les mamans puissent sentir quand leur enfant a vraiment besoin de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une population qui a peur de la fièvre à un tel point que quand je parle avec des Britanniques, ils comprennent pas qu'on a des thermomètres chez nous. Ils me disent, mais à quoi ça vous sert en fait? Je comprends pas. Vous le voyez bien quand vous allez mal. Bah, en fait, eux, ils disent, bah, tu vas bien quand tu vas mal. Je me souviens d'une maman britannique qui me dit, mais tu sais, au Royaume-Uni, il n'y a personne qui met un thermomètre dans les fesses de son enfant pour vérifier sa température, alors qu'en vrai, on le voit quand il va bien ou mal, son enfant. Et Elle me racontait ça. Alors, probablement culturellement, il y a une approche différente, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de monde qui me dit, tous les jours, voire matin et soir, je vérifie la température de mon enfant. Alors là, je me dis, donc en fait,
tu as tellement peur d'un mécanisme naturel qu'est la fièvre, parce qu'on vient de vivre des choses qui sont effectivement traumatisantes, sur la peur des infections, la peur des pandémies, des choses comme ça, et la peur de la mort, hein, qui est sous-jacente. Évidemment, c'est difficile, mais par contre, je pense qu'il y a un vrai travail pour remettre l'église au milieu du village et de dire, bah, voilà les signaux d'alarme qui disent, là, par contre, l'enfant, ça va pas bien. Moi, je me souviendrai toujours de mon premier mentor, Robert Masson, quand il nous enseignait des choses, il disait, voilà, je vais vous dire, c'est quoi un enfant qui va bien? C'est quoi un enfant qui va mal? Même si vous croyez que votre enfant va pas mal, mais qu'il y a des choses comme ça, vous allez chez le pédiatre, vous allez chez le médecin. Et moi, je me souviens avoir déjà alarmé des couples d'amis quand ils avaient certains signes chez leur enfant, parce que on me l'avait enseigné. Et ben, quand ils se sont pointés chez le médecin, effectivement, le gamin n'allait pas bien du tout. Alors qu'il était calme, tranquille, il pouvait jouer. Mais il y avait des signes qui nous le montraient vraiment de façon flagrante, et il était nécessaire d'y aller. Donc c'est intéressant, je pense, de rééduquer aussi là-dessus, parce que parfois, il n'y a pas urgence, et on est juste sur un corps qui est en train de faire son boulot. Et parfois, il pourrait y avoir urgence, notamment chez un enfant fragile ou des choses comme ça. Et justement, savoir où est le curseur, plutôt que d'être tout le temps dans l'alarmisme. Et puis finalement, bah, on connaît aujourd'hui les méfaits de... D'ailleurs, il y a toujours ce petit slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique, qu'on a tous entendu pendant des années. Bah, bien sûr. Mais c'est aussi parce que je pense que quand les médecins voient arriver des mamans complètement flippées et qui leur disent non, non, mais il faut traiter. Moi, j'ai déjà rencontré beaucoup de mamans disant je pars pas sans antibiotiques. Oui, oui, ben, en fait, c'est ce que tu dis. Tout à l'heure, tu as dit un mot qui m'a interpellée. Tu as parlé du fait de la maman de ressentir, de sentir. Et je pense que ce qui est intéressant aussi quand on est dans une école comme Pranatena et quand on touche à l'univers de la naturopathie, c'est qu'aujourd'hui, je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déconnectées d'elles-mêmes, déconnectées de leur ressenti intérieur, qui ne font plus confiance en fait un savoir ancestral qui leur a été transmis de manière totalement inconsciente, mais qui existe et qui est en eux. Et je vais te donner un exemple. L'autre jour, je discutais avec une personne de mon entourage qui vient d'avoir un diagnostic, bref, de sigmoïdite avec des diverticules. Et, euh, et je lui disais, bon voilà, moi je peux faire des recherches en termes de naturopathie, comment on peut accompagner, mais je dis d'abord, il faut que tu m'en donnes l'autorisation. Je le ferai pas sans que tu me donnes l'autorisation de le faire. Et cette personne me dit, bah, je vais d'abord revoir mon médecin généraliste, mais ça ne t'empêche pas de faire des recherches. Donc elle m'avait donné l'autorisation implicite de le faire, et je lui dis, mais de toute façon, la priorité, c'est de voir ton médecin généraliste. Après, le scanner que tu viens de faire et le diagnostic. Voir comment ton médecin généraliste va te proposer de prendre en charge. J'ai dit, de toute façon, moi, ce que je vais te proposer, c'est pour accompagner ton corps à reprendre ses pleins droits et d'essayer de comprendre pourquoi tu as développé ce que tu as développé. Et puis derrière, il me dit, ben, en fin de compte, cette approche, c'est quelque chose de nouveau pour moi, mais ça me parle énormément. Et je dis, mais c'est pas nouveau, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je dis, c'est pas nouveau pour toi. C'est en toi. Seulement, tu avais oublié que c'était là. Et tu avais perdu la conscience du fait que c'est en toi. On a tous ça en nous. Enfin, je veux dire, on va pas se leurrer. On vient tous on était tous des terriens proches enfin, j'entends, hein, proches de la terre. On n'était pas des citadins, et on avait tous ces connaissances-là dans nos familles. Alors après, il y en avait pour lesquels c'était une pratique, mais en fait, on savait tous se soigner. Moi, j'ai hérité, enfin, paix à son âme, de mon grand-père, ces ventouses en verre. Je les affectionne, enfin, mais il adorait ça. J'entends encore ma mère me parler de ses cataplasmes à la moutarde. Donc, on avait tous ça. Et c'est ça qu'il faut aussi qu'on réapprenne aux gens. Nous, en tant que praticiens naturopathes, c'est de leur dire, mais ça, vous l'avez en vous. Nous, on va être que des guides. On fait rien, nous. On va juste vous mettre des petits lumignons sur votre chemin pour que vous, avec votre corps, en accord avec votre corps, en alignement interne, vous puissiez faire le chemin. Nous, on n'est que des facilitateurs. C'est tout. Et ça, d'ailleurs, ça nous permet de rester très humbles, parce que, en fait, on ne fait rien. Eux font. Voilà. Et on leur donne les outils et les clés, parce qu'effectivement, c'est ce pourquoi on est formé. Enfin, on espère. C'est vraiment notre travail, quoi, ce que tu décris. Et c'est un travail qui va demander beaucoup de rigueur, de connaissances,
de pratique, d'expérience, mais surtout énormément d'humilité. Le naturopathe qui aujourd'hui rencontre des problèmes, c'est le naturopathe qui se prend pour un apprenti sorcier et qui fait des choses qui ne sont pas de l'ordre de la naturopathie, puisque notre travail, c'est pas de s'approprier les résultats qu'obtiennent les personnes qu'on accompagne. Notre travail, c'est d'être, comme tu le disais très bien, quelqu'un qui va peut-être guider certaines choses parce qu'on a des connaissances qu'ils n'ont pas, leur expliquer, leur transmettre, en accord avec qui ils sont, parce qu'on n'est pas là pour venir en permanence leur dire notre doctrine, notre idéologie et leur imposer. On est aussi là pour s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Et puis surtout, ça demande beaucoup d'humilité parce que on va être un catalyseur de ce que la personne a à faire, mais ensuite c'est elle qui va faire. Et c'est parce qu'elle va faire et parce que son corps décide, ou en tout cas est programmé pour mettre en place le programme naturel de la vie qui est se régénérer, perdurer, etc. S'il devait déjà être mort, en fait, il serait mort. Il n'y aurait pas de vie. Donc s'il y a de la vie, c'est qu'ils ne sont pas morts. S'ils sont pas morts, c'est qu'il y a de la vie et donc ils sont faits pour perdurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vie. Donc en vrai, la personne, son programme est déjà là. Mais ça demande de l'humilité parce qu'on a beaucoup de naturopathes qui, parfois, ont ce syndrome un petit peu du sauveur, voire du sauveur sacrificiel, qui facturent pas très cher, qui veulent un peu aider tout le monde même quand les gens n'ont pas envie, et qui vont avoir tendance un petit peu à forcer les autres à y croire, à écouter. Et là, tu as vraiment partagé quelque chose qui pour moi est essentiel. Donc la notion là-dessus d'humilité, mais surtout la notion d'obtenir l'accord de la personne pour échanger avec elle sur le sujet, pour lui suggérer des choses, pour s'intéresser, enquêter sur son cas. Chaque fois, je vous le rappelle, je sais que nos autres formateurs aussi en parlent, à un moment donné, si vous voulez enquêter sur quelqu'un et lui poser des questions, il faut lui demander son accord. Il n'y a rien de plus saoulant qu'une personne qui vient nous demander des trucs sur notre intimité, c'est très invasif, et en plus après qui nous force à écouter des conseils qu'on n'a pas envie d'entendre. Moi, je dis toujours à mes proches, tu me parles de ça, c'est quelque chose que je connais assez bien. Est-ce que ça te dirait qu'on en discute et que je puisse comprendre un peu mieux ce qui t'arrive pour pouvoir peut-être te suggérer des choses, ou est-ce que tu as juste besoin de mon soutien? Et quand la personne me dit, en fait, non, j'ai pas vraiment envie que tu m'en parles, je trouve que c'est bon pour moi, j'ai juste besoin de ta présence et de ton soutien. Mon travail en tant qu'ami, en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que frère, sœur, oncle, tante, enfin, peu importe, mon travail, c'est d'être présent dans un amour et d'accepter la décision de la personne en face de moi. Et Ça nécessite d'accepter que la personne puisse dire non. D'accepter que la personne, parce que dans ces cas-là, c'est pas contre nous qu'elle dit non, en fait. Et ça, c'est aussi un travail sur soi, de pas le prendre personnellement, mais simplement que c'est peut-être pas le moment juste. Mais nous, on a déposé, on a dit, voilà, il y a une porte qui s'est ouverte, sache, je suis là. Si il y a un moment dans ta vie, c'est la justesse est là, alors la porte est ouverte. Mais comme dit un proverbe chinois, alors je traduirai pas bien, mais les termes sont à peu près ceux-là. Le maître ouvre la porte, à vous d'en franchir le seuil. Et c'est pas la porte en fait vers le maître, c'est pas la porte, mais c'est la porte vers soi-même. Le maître vous offre dans son enseignement la porte vers vous-même. Vous êtes sur le seuil. Est-ce que vous voulez franchir pour aller à votre rencontre ou est-ce que vous restez sur le seuil? Mais c'est un choix. Et choisir, c'est renoncer. Toujours. Quand on fait un choix, on renonce à quelque chose. Donc, voilà, soit vous restez sur le seuil, soit vous franchissez le seuil. Peut-être que vous le franchirez plus tard et c'est ok parce que dans votre chemin de vie, c'est pas le bon moment. Et je voulais ajouter juste un autre truc par rapport à ça. Ce qu'on apprend chez Pranatena aussi, c'est l'écoute. L'importance d'écouter. Et en fait, il faut aussi voir par rapport aux professionnels de santé, c'est que maintenant les médecins généralistes, malheureusement, très souvent, n'ont plus le temps de l'écoute. Et du coup, nous offrir un espace personnel où la personne peut venir déposer, se sent libre du temps. Alors, bien évidemment, on va pas y passer l'après-midi non plus, comme on dit, mais que entre 10 minutes chez un médecin généraliste ou peut-être 1 heure de rendez-vous quand c'est un suivi, il y a un gap pour la personne. Et c'est hyper important pour elle. Oui, c'est très important et c'est notre travail en fait. C'est notre travail de la mettre dans un cadre de confiance où on lui ouvre, comme tu lui as dit, quelque part la vision, le champ visuel, ou en tout cas le champ des possibles,
Cette personne est libre de franchir le seuil, tu l'as très bien décrit. Cette personne est libre de mettre en place les choses. Alors on utilise et on vous les enseigne des leviers de motivation, on va utiliser des choses pour reconnecter un idéal parce que la personne va sentir pourquoi elle y va, on va la reconnecter à un pourquoi, on va faire plein de choses comme ça au travers des outils de coaching naturopathique, etc. Mais à la fin, on pourra de toute façon pas lui mettre un fusil sur la tempe et la forcer. Et nous ne sommes pas responsables de ça. Notre travail, c'est de mettre en place tout ce qu'on peut, tous les moyens possibles et imaginables pour que la personne puisse aller vers ce qu'elle nous a demandé, vers l'objectif qu'elle souhaitait atteindre, vers ce qui l'animait. Mais par contre, quelque part, on n'est pas responsable du résultat puisque la personne va faire son propre chemin. Oui. Et je trouve ça beau. Le professeur Jovet, qui était vraiment, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais il est très percutant, je trouve, sur certains propos, disait tout le temps, personne ne guérit personne. Il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de plante qui guérit qui que ce soit. C'est la force vitale intelligente qui guérit quelqu'un. Donc nous, notre travail, c'est permettre la pleine expression de la force vitale intelligente et donc la pleine expression de la vie. Une fois qu'on a compris ça, on arrête de s'attribuer les résultats des gens, on arrête de s'auto-flageller si la personne n'a pas fait les choses. On peut se remettre en question sur comment je l'ai accompagnée, qu'est-ce qui fait que peut-être elle pourrait mettre davantage en place, être plus motivée, avoir davantage d'ambition sur ses résultats, etc. Mais quoi qu'il en soit, à un moment, posture d'humilité. Quand elle réussit, qu'elle obtient des résultats, c'est pas moi qui obtiens des résultats. C'est elle qui obtient des résultats parce que son organisme, il est vivant, il a la magie de la vie qui l'anime et qui de toute façon est intelligent et régit toute chose. Et du coup, Donc, on peut se réjouir pour elle. On peut se réjouir bien pour sûr. elle en disant, bah, voilà, le pas a été franchi. Parce que ça demande aussi du courage, hein. Quand on va à la rencontre de soi-même, il y a des moments où faut s'accrocher, ça tangue, la barque tangue. Et ben, on ne peut que la féliciter et dire, bah, waouh, chapeau, quoi. Chapeau. C'est clair. Écoute, Marie-Cécile, c'était un échange vraiment passionnant. Si là, en mot de la fin, j'avais à te demander si tu avais des personnes là, qui sont là, qui découvrent l'école, qui, comme beaucoup, se disent jamais entendu parler de cette école qui fait pas partie des plus anciennes de France, etc. Ils ont même pas de site internet. Je sais pas trop. J'ai vu que toi, tu étudies là-bas. Tu leur décrirais l'école comment? Euh, le mot qui me vient, c'est chance. Hmm. C'est une chance. C'est une chance ou une opportunité. Ils choisiront. Mais moi, mot plutôt chance. Ouais. Mm. Et que bah, parfois, je me souviens d'un recruteur un jour qui m'a dit, est-ce que vous pensez avoir de la chance dans la vie? Eh bien, en fait, la chance, quelquefois, il faut savoir la saisir, surtout quand elle se présente sur le chemin. Donc voilà. Bien sûr. Waouh. Merci pour ce dernier conseil. Je pense que beaucoup de gens souvent voient passer les choses, sentent à l'intérieur d'eux que ça bouillonne et que ça leur parle, mais parfois pour des raisons, on va dire mentales, hein, de doute, de peur, de certaines choses, vont pas saisir la chance. Et c'est vrai que parfois, malheureusement, on s'en mord les doigts après, quoi, quand on a fait des choix qui suivaient pas ce qui nous a appelés à l'intérieur. En tout cas, je pense que tout le monde trouvera l'école qu'il leur faut. Merci beaucoup pour cet échange, ce partage authentique où tu nous as livré beaucoup de choses et beaucoup de petits conseils tout à fait adéquats. C'était vraiment cool. Merci Marie-Cécile. Merci Renaud. Et puis, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, jusqu'au prochain live, prochaine entrevue, peu importe. Portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Si vous vous dites que vous êtes dans le monde de la pharmacie, de l'éducation nationale ou d'un truc même qui a rien à voir et que vous demandez si c'est intéressant de devenir naturopathe, si ça permet de compléter ou quoi que ce soit, vous avez la preuve vivante chez Marie-Cécile qui le fait à merveille. Et puis je vous dis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde. Bye.